13. Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté nocturne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins, la température s'était abaissée. J'avais froid et surtout faim. Bienvenu fut le Bauer, qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais en fait d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main, et sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre, en effet, car l'accompagner eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur, donnait accès dans cette habitation construite en poutres à peine équarries et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celle-ci était au nombre de 4. La cuisine, l'atelier de tissage, la badstofa, chambre à coucher de la famille, et, la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner 3 ou 4 fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue et éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de mouton assez peu transparentes. La literie se composait de fourrages secs jetés dans 2 cadres de bois peints en rouge et ornés de sentences islandaises. Je ne m'attendais pas à ce confortable, seulement il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre harnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre, qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction. Je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un modèle antique. Au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer. Au toit, un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne nous avait pas encore vus, nous salua du mot « salvertu », qui signifie « soyez heureux », et il vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, prononça les mêmes paroles, accompagnées du même cérémonial. Puis les 2 époux, plaçant la main droite sur leur cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandaise était mère de 19 enfants, tous, grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le voyer remplissait la chambre. À chaque instant, j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On eût dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée. Mon oncle et moi, nous fîmes très bon accueil à cette couvée. Et bientôt, il y eut 3 ou 4 de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient répétaient « salvertu » dans tous les tons imaginables. Ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce du repas. En ce moment rentra le chasseur, qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers champs. Les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse rare des rochers, quelques fucus peu nourrissants, et le lendemain, elles ne manqueraient pas de venir d'elles-mêmes reprendre le travail de la veille. « Salvertu » fit Hans en entrant. Puis tranquillement, automatiquement, sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs 19 enfants. La cérémonie terminée, on se mit à table, au nombre de 24, et par conséquent les uns sur les autres, dans le véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que 2 marmots sur les genoux. Cependant, le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe, et la taciturnité naturelle, même aux gamins islandais, reprit son empire. L'hôte nous servit une soupe au lichen et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis 20 ans, et par conséquent bien préférable au beurre frais, d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skyr, sorte de lait caillé, accompagné de biscuits et relevé par du jus de baie de guenièvre. Enfin, pour boisson, du petit lait mêlé d'eau, nommé blanda dans le pays. Si cette singulière nourriture était bonne ou non, c'est ce dont je ne pus juger.
J'avais faim, et au dessert j'avalai jusqu'à la dernière bouchée une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent. Les grandes personnes entourèrent le foyer où brûlait de la tourbe, des bruyères, du fumier de vache et des os de poisson desséchés. Puis, après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons, mais sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain, à 5 heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et Hans donna le signal du départ. À 100 pas de Gardar, le terrain commença à changer d'aspect. Le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite, la série des montagnes se prolongeait indéfiniment comme un immense système de fortification naturelle dont nous suivions la contrescarpe. Souvent, des ruisseaux se présentaient à franchir qu'il fallait nécessairement passer à gué et sans trop mouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond. Quelquefois, cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin. Si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres, j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée, à peau luisante, dépourvue de cheveux et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérables haillons. La malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée. Elle se sauvait, au contraire, mais pas si vite que Hans ne l'eût salué du « salvertu » habituel. « Spetelsk » disait-il. « Un lépreux » répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande. Elle n'est pas contagieuse, mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables. Ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage, qui devenait profondément triste. Les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre, si ce n'est quelques bouquets de bouleaux nains semblables à des broussailles. Pas un animal, sinon quelques chevaux, de ceux que leur maître ne pouvait nourrir et qui erraient sur les mornes plaines. Parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tire-d'aile vers les contrées du sud. Je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallut bientôt traverser plusieurs petits fjords sans importance, et enfin un véritable golfe. La marée, étale alors, nous permit de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftans, situé 1 mile au-delà. Le soir, après avoir coupé à gué 2 rivières riches en truites et en brochets, l'Alpha et l'Eta, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée, digne d'être hantée par tous les lutins de la mythologie scandinave. À coup sûr, le génie du froid y avait élu domicile, et il fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier. Toujours même sol marécageux, même uniformité, même physionomie triste. Le soir, nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir et nous couchions à l'Annexia de Krozolpt. Le 19 juin, pendant 1 mile environ, un terrain de lave s'étendit sous nos pieds. Cette disposition du sol est appelée Raun dans le pays. La lave ridée à la surface affectait des formes de câbles tantôt allongés, tantôt roulés sur eux-mêmes. Une immense coulée descendait des montagnes voisines, volcan actuellement éteint, mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant, quelques fumées de sources chaudes rampaient, çà et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes. Il fallait marcher. Bientôt, le sol marécageux reparut sous le pied de nos montures. De petits lacs l'entrecoupaient. Notre direction était alors à l'ouest. Nous avions en effet tourné la grande baie de Faxa et la double cime blanche du Sneffels se dressait dans les nuages à moins de 5 miles. Les chevaux marchaient bien. Les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte, je commençais à devenir très fatigué. Mon oncle demeurait ferme et droit, comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur, qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin, à 6 heures du soir, nous atteignions Budir, bourgade située sur le nord de la mer, et le guide réclamait sa paye convenue. Mon oncle régla avec lui.
Ce fut la famille même de Hans, c'est-à-dire ses oncles et cousins germains, qui nous offrit l'hospitalité. Nous fûmes bien reçus, et sans abuser des bontés de ces braves gens, je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle, qui n'avait rien à refaire, ne l'entendait pas ainsi, et le lendemain, il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit sortaient de terre, comme celles d'un vieux chêne. Nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux. Il gesticulait, il semblait le prendre au défi et dire « Voilà donc le géant que je vais dompter !» Enfin, après 24 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi. 14. Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune, d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchés, ses pyramides imparfaites, avec la bizarre succession de ses lignes, ici, voulant donner l'exemple de la régularité, et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone, ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des Hébrides. Mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du fjord, comme toute la côte de la presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales, hautes de 30 pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte, faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À de certains intervalles, et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable, à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes, sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir au rein. « Sale vertu !» lui dit le chasseur. « Goddag !» répondit le maréchal Ferrand en parfait danois. « Kirkoherde !» fit Hans en se retournant vers mon oncle. « Le recteur !» répéta ce dernier. « Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. » Pendant ce temps, le guide mettait le Kirkoherde au courant de la situation. Celui-ci, suspendant son travail, poussa une porte de cris en usage sans doute entre travaux et maquignons, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas 6 pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique, loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai, peut-être se rattrapait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de 60 marks courants.
De là, nécessité de travailler pour vivre. Mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre des manières, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de 3 Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais, une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre aux chasseurs que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir, mais maintenant je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qu'y faire ? Si j'avais pu tenter de résister au professeur Lindenbrock, c'était à Hambourg et non au pied du Sneffels. Une idée, entre toutes, me tracassait fort. Idée effrayante et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. « Voyons, me disais-je. Nous allons gravir le Sneffels. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon. D'autres l'ont fait, qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux Saknussemm a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels soit éteint. Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas ? De ce que le monstre dort depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller ? Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir, et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Scory me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tins plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible, et sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes, et je reculai pour le laisser éclater à son aise. « J'y pensais, » répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ses projets ? C'eût été trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant « J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de soumettre, car il ne faut pas agir en imprudent. »« Non, » répondis-je avec force. « Il y a 600 ans que le Sneffels est muet, mais il peut parler. Or, les éruptions sont toujours précédées par des phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol, et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. » À cette affirmation, je restai stupéfait, et je ne pus répliquer. « Tu doutes de mes paroles ? » dit mon oncle. « Eh bien, suis-moi. » J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt nous étions en rase campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basalte, de granit et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais, çà et là, des fumerolles monter dans les airs. Ces vapeurs blanches, nommées reykir, en langue islandaise, venaient des sources thermales, et elles indiquaient, par leur violence, l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi je tombai de mon haut quand mon oncle me dit « Tu vois toutes ces fumées, Axel ? Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. »« Par exemple » m'écriai-je. « Retiens bien ceci, » reprit le professeur. «
Aux approches d'une éruption, ces fumerolles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques, n'ayant plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir. C'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les Saknussemm du monde. Je passai la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan et des profondeurs de la Terre. Je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. 2 bâtons ferrés, 2 fusils, 2 cartouchières étaient réservés à mon oncle et moi. Hans, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une outre pleine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour 8 jours. Il était 9 heures du matin. Le recteur et sa haute mégère attendaient devant leur porte. Ils voulaient sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable, où l'on comptait jusqu'à l'ère de la maison pastorale, air infect, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle paya sans marchander. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rixdales. Ce point réglé, Hans donna le signal du départ, et quelques instants après, nous avions quitté Stapi.